Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Nom d'un pipeline et je suis aujourd'hui avec, Guilhem Charles. Salut Guilhem. Salut. Alors, peut-être tu peux commencer par te présenter. C'est un peu la coutume de ce podcast maintenant, les gens commencent par se présenter, savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait dans la vie, ce que tu fais maintenant. Ouais, pas de problème. Donc je suis Guillaume, je suis ingénieur logiciel de formation, je suis originaire du sud de la France. J'ai fait mes études à Grenoble et après je suis parti, vivre à l'étranger, aux Pays-Bas. Heu, voilà et au niveau, professionnel, j'ai l'habitude de résumer ça en j'ai remonté les différents niveaux, de la couche, logicielle puisque j'ai commencé à faire de l'embarqué, donc plutôt des microcontrôleurs et des Linux embarqués et cetera. OK. Puis après, je suis passé au niveau applicatif pour application de bureau, puis après serveur on-premise, et puis après du cloud avec du Python, et maintenant du cloud avec du Go, Kubernetes. Euh, voilà, très varié. Mais le fil, plus ou moins, c'est voilà, c'est de partir d'en bas et de remonter tout en haut de OK. l'abstraction. Ouais, effectivement, parce que l'embarqué, c'est clair que tu es loin de faire du Kubernetes sur l'embarqué, ça n'existe pas encore, je crois. Exactement. Et donc, pour ceux qui ne voient pas la vidéo, qui écouteront l'audio, tu as un très beau t-shirt Datadog, puisque c'est là où tu travailles en ce moment. Exactement. Et en ce moment, je travaille à Datadog, donc du coup, dans une des équipes qui s'occupe de la CI. OK. Et peut-être tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui du coup dans cette équipe? Comment c'est organisé? Genre c'est quoi ton équipe déjà? Il y en a combien? Je sais pas, je ne connais rien du tout de cette équipe. Ouais, pas de problème. Alors du coup, on est dans l'organisation qui s'appelle Developer Experience, qui comprend, bon, ça change parce que ça évolue pas mal, mais on va dire aux alentours de 50 personnes. Dans les équipes qui s'occupent CI, après, on a un peu réparti, ça a un peu évolué puisque la boîte a pas mal grandi et le système de CI aussi. Euh, il fut un temps où on était une seule équipe à s'occuper de la plateforme CI. Puis après, en fait, on a divisé ça en deux. Moi, je travaille dans la partie qui s'occupe plus de l'exécution. Donc, en fait, tout ce qui va faire générer l'environnement dans lequel le job de l'utilisateur va tourner. Et on a une autre équipe qui s'occupe un peu plus de la partie, ok, comment les pipelines vont être générés, comment on va avoir le code, etc. Euh, donc voilà. Et la particularité de notre CI, c'est que c'est plus ou moins la plus grosse partie tourne sur Kubernetes. Donc en fait, l'idée c'est comment on va scale ça, comment on va fournir tous les outils dont les utilisateurs ont besoin, puisque c'est quand même un environnement assez contraint et particulier. Et après, bien sûr, il va falloir s'occuper aussi de ceux qui ont des use cases qui sortent un peu de ça. Par exemple, l'écosystème Mac pour faire des applications iOS ou autres. On va pas faire tourner ça sur Kubernetes, donc il va falloir leur fournir les environnements dont ils ont besoin, etc. OK. Et ouais, je pense juste pour le contexte que je suis en train de me remémorer les derniers épisodes que j'ai pu enregistrer et qu'on a publiés sur la chaîne, mais je pense que tu es probablement une des plus grosses équipes techniques des gens que j'ai interrogés puisqu'en fait, Datadog, même si toi tu es, enfin francophone en tout cas, français j'allais dire même peut-être. Mais, Oui. du coup, je veux dire dans la plupart des boîtes qu'on a interrogées ces derniers temps dans le podcast, c'est souvent des startups ou scale-up, françaises, mais d'une taille beaucoup plus petite et je pense qu'en termes d'ingénierie, moi je sais un peu parce que j'ai un peu travaillé chez Datadog il y a quelques années, mais aujourd'hui d'ailleurs il y a combien d'ingénieurs que vous supportez avec cette équipe DevEx en fait, Developer Experience, voire CI, c'est quoi la fourchette à peu près? C'est quelques milliers d'ingénieurs. Voilà. Et je pense que le pattern plus ou moins classique, en fait, c'est que les équipes de build, elles restent assez petites, assez longtemps, parce que je pense que les entreprises ont tendance à les sous-financer, entre guillemets. Et je pense que Datadog a fait réaliser ça il y a pas si longtemps que ça. Et donc maintenant, on a beaucoup plus de gens qui ont été embauchés ou qui ont été mis à travailler sur SCI. Voilà, parce que c'est toujours un peu un équilibre entre des ingénieurs produits qui passent un peu leur temps pour améliorer la CI, mais c'est pas leur job full-time non Ouais. plus, et des gens qui passent vraiment 40 heures par semaine dessus. Ouais, je pense à un épisode que j'ai enregistré il y a pas très longtemps et qui a été publié au moment où on publiera celui-là avec toi. C'est, celui avec Alan du coup et Ok. effectivement, ils ont une équipe qui est transverse. On discutait avec Tim de ça et l'équipe transverse fait aussi bien le design system que le CI. Donc tu imagines mais le nombre d'ingénieurs est beaucoup plus petit comparé à Datadog, donc forcément ça a plus de sens et c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant, je crois, de parler des aspects plus organisationnels et ce que j'appelle social.
au sens où comment les gens interagissent entre eux, et cetera. Parce qu'en fait, l'organisation est souvent très différente quand tu as 50, 100, 200 ingénieurs à supporter, Ouais, tout à fait. que quand on a plusieurs milliers. Je posais la question, c'est juste pour avoir un souci d'échelle parce qu'effectivement, je pense que Ouais, la taille, tu as forcément 50 personnes dans ton équipe de développeurs expérience parce qu'elles ont tellement un impact important sur le quotidien de centaines, voire de milliers de développeurs derrière, que c'est un truc assez énorme. Et ça aussi explique pourquoi, je te posais la question, c'est que tu commençais à parler de Kubernetes pour faire tourner un CI, etc. Ce qui n'est pas le besoin et le quotidien de beaucoup d'équipes tech en général qui ont des systèmes plus petits. Beaucoup de gens qui font exactement. du cube, C'est rarement la mais première chose qu'on va tu pour le commences CI. pas par ça, ouais, c'est juste pour contextualiser un peu tout ça. Là, on est sur Ouais, un CI un peu costaud du coup et avec une équipe super dédiée, de grosse taille, et cetera. Enfin, il y a ce qu'il faut, voilà, c'est un run complet de faire tourner le CI, à part entière. C'est ouais. presque Non, un mais je pense que produit, c'est un à très part bon entière, quoi. point, ouais, parce qu'avec plus la taille de l'entreprise grossit, et il va y avoir les besoins d'échelle, bien sûr, ça c'est une première chose. Mais après, il va y avoir aussi la sécurité, la compliance, etc., qui va devenir de plus en plus compliqué. Et là, il faut forcément des gens spécialisés qui bossent dessus. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais on peut pas garder une équipe de build ou de CI à 5 personnes pour des milliers d'ingénieurs. Ça marche pas. Mais ouais, et je me pose la question, est-ce que tu as quelqu'un qui gère même le côté, produit un peu de ce truc-là, en fait, en interne, ou c'est vraiment que tech et où tu as carrément, genre un chef de produit CI interne, en fait, à ce stade-là, ou pas encore? Alors, on a ce qu'on appelle un IPO, Internal Product Owner, OK. hem, qui m'a l'air d'être un rôle assez récent. Je sais pas, j'ai pas, rencontré ça avant d'aller chez Datadog, mais j'ai pas bossé dans des grosses boîtes non plus. Donc c'est peut-être quelque chose, spécifique aux grosses boîtes. Mais donc on a quelqu'un qui va jouer le rôle du product owner, sauf qu'au lieu d'aller parler à des gens externes à la boîte, il parle aux ingénieurs, principalement. Hem et voilà, il essaye un peu Ouais, d'organiser c'est ça, ça en hein. fonction des différents, stacks qu'on a dans la boîte. Ouais, mais ça me paraît être un bon truc, parce que si tu mets que des ingénieurs ensemble, bon après, ils savent de quand tu construis un CI, tu construis un système pour des gens qui sont comme toi, donc entre guillemets «l'utilisateur», c'est toi. Enfin, si tu connais le persona, c'est peut être assez facile ou paraître assez facile, et cetera, même si tu es pas sûr de comprendre tous les besoins parce que tu fais pas le build de l'application, iPhone par exemple, c'est pas toi, donc tu es peut-être pas expert Oui. du problème, et cetera, voilà. Mais avoir, ouais, je pense que ce genre d'IPO, ouais, c'est une super idée et ça me paraît assez potentiellement nécessaire quand tu as atteint une certaine taille. Alors je sais pas à partir de combien, comme tu dis, c'est souvent un problème de sûrement un problème de grosse boîte plus que de petites startups, mais ça me paraît pas déconnant, sur le truc. Et peut-être d'un point de vue plus, technique, on a parlé un peu du côté organisationnel. Hem, Vous avez quoi? Un CI pour tout le monde? Tu as plein de petits CI? Comment ça se découpe? Parce que j'imagine que la stack doit être assez grosse, c'est pas juste, on fait des GitHub Actions et c'est fini. Il y a sûrement un truc un peu plus compliqué parce que les besoins sont plus complexes. Tu commences déjà à parler de Mac, par exemple, parce qu'effectivement, il y a sûrement une application, j'imagine une application iPhone. Il y en a une d'ailleurs, je le sais qu'il y en a une. Pourquoi je dis j'imagine? Il y en a une, mais forcément l'application Ouais. iPhone, et il y a peut-être d'autres trucs que je ne connais pas, que vous buildez sur Mac ou sur, Bah, système l'agent Apple tout ou autre. simplement, on a des clients qui veulent L'agent, faire tourner l'agent c'est sur leur vrai, laptop. monitorer vos Ouais, Mac de prod, c'est important, ceux que vous avez rachetés dans des data centers. Pourquoi exactement. pas? Il faut bien builder des trucs à un moment sur Mac, donc il faut bien avoir des Macs qui tournent. OK, ouais, et du coup, ça ressemble à quoi techniquement? Tu parlais de cube, c'est quoi un peu la stack Ouais. typique, de vos Alors, repos? Je ne sais il pas. y a la stack typique, que je vais décrire, et après du coup, il y aura forcément les cas un peu spéciaux que comme tu en as parlé, qu'on peut pas rentrer, dans le cas typique. Mais le cas typique, un ingénieur, il va, commit son code sur, GitHub. C'est là où on a notre code. Ce code, il va être répliqué dans un GitLab qu'on, fait tourner nous-mêmes, chez Datadog. Et ce GitLab, on va juste utiliser la plateforme CI, donc les fonctionnalités CI. On va pas utiliser tout ce qui est merge request ou sécurité ou package registry, etc. Non, ça, on a d'autres systèmes pour ça. Donc l'ingénieur va push son code et il va tourner sur GitLab. Donc le fonctionnement de GitLab, c'est bon, bah, on a la plateforme GitLab et après on va enregistrer des runners qui vont faire tourner les jobs. Et ces runners, donc on va avoir différentes flavors qui vont essayer de satisfaire tous les use cases qu'on a. Le cas spécifique, c'est dans un container Linux, ça tourne sur Kubernetes. Euh, voilà. Donc après, en général, ça va couvrir 95% au bas mot des cas d'utilisation. Il va falloir compiler du code, le tester, générer les artefacts, etc. Euh, Après, il y a des cas où il faut aller en dehors de Cube. Et donc ça va être par exemple supporter macOS, supporter Windows. Euh, Il y a des cas aussi qui vont être assez spéciaux, qui rentrent pas forcément de manière native dans Kubernetes,
Je pense par exemple construire des containers, puisqu'en fait tout ce qui est déjà avoir un Docker daemon dans un container sur Kubernetes, niveau sécurité c'est non. Donc après voilà, comment on va faire? Donc après il y a par exemple pour build des container image, on va faire un build qui a pas besoin d'un Docker daemon. Euh, mais après, il y a des produits, par exemple, des gens qui vont tester sur Kubernetes, bon, peut-être ça parlera à certains, ils utilisent Kind, donc Kubernetes in Docker, ou peut-être quelque chose OK. de plus mainstream, Test Containers, qui sont des frameworks qui peuvent être utiles. Là, il va falloir qu'on trouve quelque chose d'autre. Donc, soit on va démarrer une box sur EC2 qui va être un runner GitLab qui va faire tourner ça, soit on va trouver des micro VM ou autres dans Kubernetes. Enfin, on va essayer de trouver quelque chose pour satisfaire ce besoin. Euh, et après, il y a d'autres. Alors après, il y a les autres use cases enfin les cas d'utilisation qu'on couvre aujourd'hui, mais qu'on aimerait bien déléguer à une équipe dédiée de test, qui va être tout ce qui va être benchmark, integration test, OK. etc. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à mettre ça dans le CI puisque c'est la place la plus naturelle quand on commence. Mais en fait, plus la boîte grossit, en fait, on peut pas avoir un benchmark qui va tourner sur un CI qui utilise Cube, puisqu'on va avoir du bruit terrible sur ces benchmarks. Donc il leur faut leur propre box ou propre serveur isolé pour qu'ils puissent faire tourner leur truc correctement. Donc il y a toute une liste de cas comme ça où il va falloir que nous on aille chercher un peu plus loin et soit on va trouver un accord avec une équipe pour avoir une sorte d'ownership partagé, soit on va leur dire bah c'est pas supporté pour X, Y, Z raison, ou soit on va demander à une autre équipe de s'en occuper. OK. Potentiellement une nouvelle équipe. OK. Ouais, l'aspect perf, c'est intéressant. C'est un sujet que d'ailleurs que j'avais eu à faire à l'époque où je travaillais chez Datadog, Ok. pour, être transparent et c'était, toutes les prémices il y a quelques années de ce genre de problématique et justement l'un des premiers problèmes qui arrivait, c'était de savoir si ça avait tourné sur du Cube ou sur du matos, dédié, ce qui était ma reco à l'époque parce que pour faire des benchmarks Ouais. réplicables, c'est pas compliqué de mettre ça sur du cloud ou sur du cube et où tu sais pas où ça Ouais. tourne, tu as des problèmes de noisy neighbor, tu as des problèmes de tu plein de problèmes. Déjà sur du Exactement. hardware dédié, c'est compliqué parce que tu peux retrouver avec des problèmes à la con du genre, le CPU a décidé qu'il aurait pas la même vitesse à ce moment-là parce qu'il y avait, il faisait trop chaud ou je sais pas quoi, donc tu peux avoir des Ouais. problèmes assez, stupides comme ça, mais qui impactent tes résultats et qui t'empêchent de bosser de manière convenable sur est-ce que ça va plus vite ou pas. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet sur les perfs et cetera et je comprends Ouais. que tu veuilles le sortir du CI parce que c'est vrai que, c'est un truc qui a l'air de ressembler à du CI, mais qui en fait, est un problème à part entière qui est pas 100 enfin, c'est pas 100 parallèle au CI en Exactement, mode ouais. genre Ouais. c'est pas genre oui, ça fait partie de la même, je pense, peut-être du workflow, peut-être du même moment où tu dis: «OK, il faut que il y ait pas de bug et qu'il y ait pas de régression en termes de performance qui peuvent être aussi assimilés à un bug». On voit de plus en plus de gens d'ailleurs dans les produits, assimiler, la vitesse à une fonctionnalité finalement. Le fait que ce soit rapide, Oui. c'est aussi une feature du produit. Donc ça, je trouve ça assez cool. Donc ça fait partie de ça et effectivement pour le tester, c'est pas juste d'écrire des tests unitaires ou fonctionnels, c'est d'avoir des sortes de benchmarks. C'est très compliqué, Exactement. de craquer ça quoi. Donc Et ouais, je je peux rajouterais même comprendre. qu'il y a une autre dimension qui va être la vitesse, parce qu'en fait, tes benchmarks, souvent, ils vont mettre du temps à tourner, ce qui est normal, parce qu'il faut faire plusieurs runs pour avoir une bonne distribution et essayer d'enlever les autres layers. Et si tu mets ça dans le critical path du CI pour merge, en fait, tu ralentis pas mal de monde, ou en tout cas tous ceux qui travaillent sur l'application qui va être concernée par le benchmark. Ouais. Je pense que c'est pas encore un problème qui est bien résolu et sur lequel il y a encore beaucoup de taf, j'ai l'impression, de manière générale, autour des perfs, et du CI parce que c'est un sujet qui revient assez souvent. On a aussi fait un épisode avec Mathieu, il y a quelques mois là-dessus sur le côté perf et les plans de test pour tester les perfs et compagnie par rapport au CI et c'est pas évident. C'est un peu encore du cas par cas pour beaucoup d'équipes et puis en fait, c'est difficile de l'industrialiser. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens, qui enfin, essayent d'avoir cette approche un peu systématique comme le CI en fait, mais c'est très dur et aussi parce que le problème de fond, c'est que les tests, c'est assez facile de reproduire des problèmes que tu as, en production en disant: «Bah, le cas qui marche pas, c'est celui-là, je vais le réécrire dans un test, ça marche pas». Je le vois, je le corrige, mais pour les performances, il y a tellement de problèmes qui peuvent être liés aux jeux de données que tu auras en production, au trafic que tu auras dans la vraie vie et cetera, qui sont très difficiles à pour pas dire impossible à reproduire dans des jeux de test et ou alors hyper coûteux, que c'est quand même très, très difficile, d'arriver à un système de performance en CI où tu es 100 content de ce que tu fais, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est assez dur. Donc, OK, donc ouais, le système de CI, ceci dit, après à base de cubes et cetera, ça reste assez générique dans ce que tu décris. En tout cas, il y a je vois, quelques petites routes où tu peux t'égarer en faisant des choses un Ouais, peu custom parce que, oui, il y a forcément des choses un peu techniques, voilà. Datadog, ça reste une boîte qui fait un produit technique. On n'est pas sur,
une boîte qui fait un SaaS pour, la santé ou autre, où c'est forcément plus du web classique. Là, tu es sur un truc un peu plus technique où tu vas faire des agents qui vont tourner sur des machines, effectivement, peut-être des comme tu dis, du Docker in Docker ou du Docker in Cube, et cetera. Tu as besoin de faire des trucs un petit peu plus avancés techniquement. Donc ça, je peux comprendre que tu prennes un peu des chemins détournés. Ce qui aussi, je pense, justifie du coup, l'existence d'équipes, comme la tienne, parce que tu as besoin d'avoir un peu plus de connaissance, de savoir et de gérer tous ces cas-là, pas laisser les Ouais, équipes tout le temps se même dépêtrer avec plusieurs ça, quoi. équipes, ouais, ouais. Parce qu'en fait, Ouais. l'idée de Datadog, c'est qu'il y a plus ou moins, je vais dire un burger, quoi. Donc on a les équipes qui sont vraiment tout en bas qui vont gérer l'interface avec les cloud providers et ceux qui vont faire tourner Kubernetes là-dessus. Donc eux, c'est vraiment ceux qui vont s'occuper de nous fournir un cluster cube qui tourne, qui scale. Après, nous, on va se positionner au-dessus, en fait, et nous, notre expertise, ça va être de faire tourner le CI sur Cube ou sur d'autres éléments du cloud provider, donc par exemple des instances EC2. Et après, au-dessus, en fait, on va avoir les ingénieurs qui, eux, vont utiliser la fonctionnalité normale de GitLab CI, donc écrire leur pipeline. Et nous, on va leur donner quelques guidelines, par exemple. Donc pour faire tourner un job, il va vous falloir un container et on va mettre certaines restrictions sur ces images, puisque bon, on a des contraintes de sécurité, etc. Donc on veut pas non plus, vous n'avez pas pull, je sais pas quelle image de internet et faire Ouais. tourner ça. Donc du coup voilà, on va leur dire ça. Après pareil au niveau de résolution des dependencies. On va pas laisser nos CI jobs taper énormément dans les miroirs publics, par exemple PyPy ou autre, parce que bon, c'est pas très sympa pour l'infrastructure et ensuite pour nous c'est pas forcément en lien avec ce qu'on veut faire niveau sécurité compliance. Donc du coup voilà, il va y avoir quand même quelques petites restrictions, mais l'idée c'est que les ingénieurs aient pas à se soucier en fait de savoir que ça tourne sur Kubernetes ou qu'il va y avoir tel mécanisme d'authentification ou d'authentication, etc. L'idée, c'est de leur dire, bon voilà, vous utilisez les fonctionnalités normales du GitLab, il y a ces restrictions sur ces images, si vous voulez avoir un secret dans votre CI, la méthode approuvée, c'est celle-là. OK. Voilà. Et après, bien sûr, ils peuvent toujours nous contacter quand, quand ils veulent faire quelque chose qui sort de ces rails qu'on essaie de mettre pour eux. OK. Ouais, c'est cool et donc du coup, c'est eux qui sont en charge de tu parlais de GitLab CI, d'écrire après leur pipeline et cetera, de faire de leur faire leur CI à eux, quoi. Ils ont la plateforme, en fait, jusqu'au niveau de GitLab et après ils font ce qu'ils veulent, derrière, c'est Ah, ça? alors plus ou moins, ça dépend des équipes en fait et de sur quel repo ils travaillent. Donc en fait, on a une blague en interne qui dit qu'on aime tellement les monorepos qu'on en a plusieurs. Et donc en fait, Pas mal. selon quel monorepo on est dedans, va y avoir des monorepos en fait où le CI va être managé complètement par certaines équipes. Je OK. pense par exemple à l'équipe qui fait du front-end. Je crois qu'il y a même un blog post sur le blog de Datadog sur ça. Où là, il va vraiment y avoir une équipe dédiée d'ingénieurs qui, d'ailleurs, sont des experts dans les toolings qui sont utilisés pour le front-end, qui vont s'occuper du CI eux-mêmes. Donc, ils vont faire les jobs, etc. Et les ingénieurs, ils ont juste à coder leurs composants, ou bon, je suis pas expert front-end, mais Mmh. ils vont coder leurs composants pour l'UI, etc. Et en fait, après, le CI va se trigger tout seul. Et après, il y a d'autres repos, en fait, donc soit des monorepos qui sont pas managés forcément par une seule équipe, ou des gens qui sont dans des petits repos, parce que, par exemple, ils n'ont pas le choix. Par exemple, les projets qu'on a open source, ils peuvent pas vivre dans nos monorepos. Donc, par exemple, je pense l'agent, bon, qui pourrait plus ou moins être considéré comme un monorepo. Et là, du coup, c'est en fait aux ingénieurs, par exemple, qui travaillent sur l'agent, qui vont écrire le CI et le faire tourner. Donc, OK. il y a deux mondes qui coexistent. OK, ouais, c'est intéressant, du coup, tu as 2 aspects différents et on parlait de GitLab d'ailleurs, peut-être, la question, qui se pose aussi, peut-être as-tu la réponse, mais, pourquoi GitLab CI sachant que, tu disais tout est sur GitHub? C'est, je pense, la première fois d'ailleurs quand je parle avec une équipe où il y a un mix de GitHub et GitLab. Du coup, ça fonctionne bien, GitLab CI, a priori, c'est faisable, mais, pourquoi? Alors pourquoi la raison date d'avant moi. Donc voilà, j'ai eu des histoires, des rumeurs. Je vais pas trop, je vais pas le dire ce que j'ai entendu parce que je peux pas être sûr que c'est ce qui s'est OK. vraiment passé. Mais en fait, avant, je crois que le setup initial c'était GitHub Jenkins. Euh, OK. et puis à un moment, il y a eu une décision qui a été faite de se débarrasser de Jenkins. Ils ont évalué plusieurs solutions. Ils ont choisi GitLab CI, euh, sachant que la difficulté là allait être de devoir répliquer le code depuis GitHub jusqu'à GitLab. Euh, donc du coup voilà. Mais OK. c'est la raison principale, c'était Oui, de c'est séparation historique, de Jenkins. c'est pas un C'est truc que vous avez historique. fait l'année dernière, quoi, c'est ça qui est Non, 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 important. non. Ouais. OK. C'était d'avant mon temps et même d'avant l'existence de mon équipe.
OK. Donc du coup, voilà. C'était d'avant mon temps aussi et j'y étais il y a très longtemps et je pense, pour, apporter ma pierre à cette explication de mon l'époque où j'étais, c'est déjà du GitLab CI et je pense aussi qu'une des raisons, c'est ce que tu disais, en fait, Jenkins et cetera et pour remettre en contexte, à l'époque, GitHub Action n'existait pas. Donc je Oui, il pense y avait aussi pas que de c'est GitHub un truc Action, il y avait ouais. pas de Bullkite, il y avait pas de Oui, CircleCI, il aussi. y avait pas Mmh. grand-chose à cette époque-là. Je pense qu'il y avait CircleCI peut-être quand même, parce que c'est vieux CircleCI, donc je pense Ouais, que ça devait mais c'était peut-être pas, voilà, la bonne solution comparé à du GitLab CI. J'ai pas les trucs techniques qui ont été faits à l'époque, c'est de possible, ouais. et voilà. Mais ouais, effectivement, donc je pense que c'est aussi part des trucs. Mais du coup, ça reste du GitLab CI et il y a pas de projet de changement. Tout le monde est content de GitLab CI. Alors c'est en discussion, en OK. fait, Datadog est plus ou moins au point critique où ce qu'on fait la charge qu'on fait tourner sur le CI, heu, on pousse un peu GitLab dans les retranchements, Ouais. et c'est pas c'est des limitations intrinsèques à GitLab. Donc d'ailleurs, on a déjà par exemple, on a fait un fork du runner en interne, pour, OK. passer autour de certaines limitations. On a des patchs sur GitLab, la plateforme elle-même. On n'est pas forcément très à l'aise avec ça, parce que le problème des patchs, en fait, c'est à chaque fois qu'il faut mettre à jour, tu dois te retaper la compatibilité avec les patchs que tu as écrits avant, voir s'ils sont toujours valides ou voir si tu peux les porter facilement ou pas. Donc c'est un peu du travail répétitif, en plus pour les ingénieurs. Il y a pas moyen de les envoyer Euh, upstream, pour vous ou c'est des trucs trop spécifiques, alors il y a des trucs qui sont assez spécifiques. Des fois on reporte des issues upstream. Des fois on suit un peu les évolutions que GitLab va faire. Le problème c'est on n'est pas un client de GitLab, donc on peut pas trop, on n'a OK. pas trop de pouvoir politique pour pousser certaines issues sur leur tracker pour dire il faut que vous donnez la priorité à cette fonctionnalité ou ce changement. Donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc on est en train de réfléchir, voilà, est-ce qu'on continue avec GitLab? Est-ce qu'on fait un mix GitLab, quelque chose d'interne, ou est-ce qu'on Ouais. carrément on construit quelque chose en interne? Ouais, bah, enfin, je comprends. À cette échelle-là, je pense qu'effectivement, enfin, tu as des problèmes de scalabilité, sur GitLab que probablement peu de gens ont et cetera, quand tu arrives à ce genre de taille de n'importe quel outil, en fait, au-delà de GitLab, peut assez vite se retrouver avec des problèmes parce que, voilà, enfin, tu as un niveau d'échelle que peu de gens, atteignent, peu de boîtes atteignent et peu d'équipes atteignent. Donc forcément, je pense que c'est plus compliqué et que c'est pas très étonnant en tant que tel, quoi. OK, Ouais, non, mais c'est intéressant d'avoir un peu l'historique et peut-être même un petit aperçu du futur potentiel ou possible, si jamais ça change, donc ça reste à étudier. Mais je comprends que, ouais, ça peut très bien finir effectivement en système, custom parce qu'en fait, les besoins sont tellement déterminés, spécifiques et que vous avez la capacité de avec ce nombre de développeurs, tu peux prendre quelques développeurs et les jeter sur le problème, bah, pour le résoudre en quelques mois et cetera. Enfin, tu as les moyens d'eux, donc ça peut être un truc assez, ce qui est pas le cas de tout le monde, non, mais c'est bien, effectivement. c'est le problème de riches. C'est le problème de luxe, ouais, exactement. Donc, OK, c'est cool. Non, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Et tu parlais de sécurité, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Comment vous gérez cet aspect sécurité? Alors, tu parlais de contraintes et cetera, mais concrètement, est-ce que c'est un truc que vous arrivez à enforcer? Pas très français, mais Ouais, à tout à bloquer? fait. Est-ce que c'est très juste des guidelines? Est-ce que vous avez des trucs là-dessus, et c'est quoi les enjeux, en fait, en termes de sécurité? C'est pas un sujet dont on parle souvent parce que c'est pas un sujet, je pense, qui est très vu dans le CI aujourd'hui, même si ça l'est de plus en plus, mais c'est encore un peu un angle mort parfois, je pense, pour certaines équipes. On regarde pas trop ce qui se passe et alors que ça peut être un vrai problème. Et comment vous gérez ça, dans votre équipe? Ouais. Heu, alors il y a plusieurs aspects. Donc déjà, il y a Datadog qui a sa propre, équipe, enfin organisation de sécurité, qui est en charge de superviser tout ce qui se passe à Datadog, CI ou autre. Donc déjà, eux, ils ont aussi leur rôle à jouer dans le sens, recommandation, je sais pas, vous allez, utiliser, cet, algorithme d'encryption ou, là, il y a ce package qui a une vulnérabilité et cetera. D'ailleurs, je crois qu'il y a Datadog qui a des produits de sécurité, donc on va aussi utiliser tout ce qui est, disponible sur la plateforme, Datadog. Hem, Ensuite, il y a le rôle qu'on a à jouer nous, au sein du CI. Hem Et le CI, c'est un peu en fait, comme c'est la porte d'entrée de tout ce qui va arriver en production, c'est aussi un peu là où on a tendance à mettre toutes les vérifications euh, dont on veut être sûr que ce qui finit en prod respecte. Et par exemple, quelque chose auquel je pense, c'est le fait que, qu'on parlait de construire des images de containers tout à l'heure. En Mmh fait, mh.
un des requirements qu'on a pour arriver en prod, c'est de pas avoir une image de base qui soit trop vieille. Donc en fait, on veut que l'image soit à jour sur tout ce qui va être patch de sécurité ou version de package system ou autre, etc. Donc là, en fait, dans le CI, on va avoir un check qui va détecter si ça c'est bien ou pas. Est-ce qu'il y a des failles de sécurité connues qui font partie de ce container, etc. Et le fait de l'avoir en CI, en fait, ça évite que ça arrive en prod. Et il y a même, en fait, même si tu arrives, en fait, ces checks vont être bloquants pour la prod. Donc, tu OK. pourras pas déployer en prod une image qui n'a pas été vérifiée par le CI. Et donc là aussi, là, pour une équipe comme la mienne, il va y avoir des challenges puisque ça va être, ok, comment on est sûr que personne puisse faire un manifeste frauduleux qui dise qu'il a passé les tests alors qu'il les a pas passés. Comment on est sûr que le manifeste il correspond bien au code source qui a été build, etc., etc., etc. Donc voilà, il y a plus ou moins ces deux aspects. Et après, il y a tout ce qui va être. Enfin, par exemple, il y a des évolutions aussi. Puisque à la fois l'équipe de CI et l'équipe de sécurité grandissent, comme la boîte grandit, il y a de plus en plus de monde, donc on peut s'occuper de plus de sujets. Un sujet qui est venu récemment, par exemple, c'était l'utilisation de secrets dans la CI. Ouais. Nous, on avait mis des recommandations sur ce qui nous semblait bien à l'époque. Les systèmes ont évolué et du coup, sécurité, à un moment, est venu nous dire, en disant, bah, en fait, il y a des meilleures pratiques que celles-là. Donc ils ont mis à jour les recommandations pour les OK. secrets. Et en même temps, on a transféré aussi l'ownership de la gestion des secrets en CI à l'équipe sécurité, puisque c'est leur expertise. Euh, donc du coup, voilà, c'est un peu la relation entre les deux et comment on gère la sécurité. Voilà. Après, c'est purement du point de vue de la CI. Niveau application, je pense qu'il y a aussi des tests de sécurité qui sont effectués, mais après, Oui, oui, ça c'est un autre aspect qui est j'ai borderline pas CI. touché à ça, donc je peux pas en parler. Ouais. Par contre, comment tu gères, comment tu gères dans ta pipeline, tu disais, ouais, si, quelqu'un build une image avec un CVE ou n'importe quoi, faille de sécurité, tu l'empêches de partir en prod, c'est cool, mais si tu as l'image qui part en prod et qui, après coup, se retrouve avec un CVE sur l'image en cours, est-ce que c'est aussi de la responsabilité de la partie CI ou du coup, tu es plus sur un problème de «run» entre guillemets et c'est un autre aspect que vous gérez pas vous? Non, donc on va pas gérer ça nous, ça va être un aspect de runtime effectivement. Il va y avoir des moniteurs qui vont être trigger en fait. Donc du coup OK, sécurité va avoir des moniteurs là-dessus. OK, on a détecté, je sais pas, un secret qui a été commit par exemple euh, dans GitHub. Euh, Bien que bien sûr on ait des pre-commit check, etc. Mais ça ouais, il peut y en a arriver plein maintenant toujours. dans GitHub, ouais. Voilà, donc par exemple, il y a un secret qui a été détecté dans le code, ou il y a un secret qui a été détecté dans les logs, ou il y a une faille de sécurité qui a été détectée dans des containers. Parce qu'en fait, des fois, les failles de sécurité, elles arrivent après que tu aies déployé. Donc, il y a une nouvelle C'est faille de ça, ouais. sécurité qui a été trouvée, elle est devenue publique. Donc, on va avoir Datadog, donc la plateforme qui va devenir consciente de ça. Et donc, du coup, hop, nouveau check sur les containers. Et là, d'un coup, bon, ben voilà. Nouvelle faille de sécurité publié, ben, on a tant de containers qui. Enfin, on OK. va plutôt regarder ça du niveau application. Donc, on va dire, bon, il y a ces services qui appartiennent à ces équipes, et là, on va ping directement les équipes. C'est plus OK. l'aspect runtime, ça sera pas fait dans la CI. OK. Ça veut dire que ouais, du coup, ton build est bloqué tant que tu corriges pas le problème de sécurité de manière ou d'une autre, a priori, quoi. Soit tu le corriges, soit tu l'ignores et ton CI va te bloquer, si Oui. je comprends bien. OK. Alors, Oui, non, mais selon le repository dans lequel tu travailles, mais oui, c'est l'idée. OK. Ouais, ouais, non, ce qui me paraît pas non plus, déconnant. Si tu prends la sécurité aussi sérieusement, ce que tout le monde devrait faire, bien sûr, ça me paraît assez malin comme système. On a un système un peu connexe chez nous, en fait. On bloque pas, mais en fait, on a un scan, quotidien des images Docker avec les vulnérabilités et en fait, on est obligé, grosso modo, de faire une review des vulnérabilités existantes et soit de les supprimer du coup, de les corriger, Ouais, soit de dire qu'effectivement celle-ci ne nous impacte pas parce que c'est dans une lib l'image de base qu'on n'utilise pas ou ouais, ce genre de truc. Des fois, tu as des CVE qui sont tellement basses que tu peux les ignorer en disant: «Il y a vraiment ouais, pas de risque que». Ça, c'est dans ton process. Mais du coup, on a vraiment ce process un peu. Alors, ça nous bloque pas en tant que tel. On n'en est pas, je pense, à ce niveau-là, mais on pourrait aussi avoir un niveau comme ça. Parce que, ouais, tu veux être sûr que tu es sûr que tu as un truc qui soit. D'avoir la liste de tes vulnérabilités et de dire celle-là, je les corrige, celle-là, je les corrige pas. Et d'être sûr que tu prends tout le temps ça.
Ouais. Moi, je pense Alors, qu'on est nous, assez ça va proche que pas vous là-dessus, ouais. apparaître au niveau une fois que l'image de container est build, ça va apparaître en amont. Donc en fait, on va avoir des vétos sur les images qui vont être utilisées comme base pour l'application. Donc comme ça, tu sais que tu peux utiliser uniquement celles qui ont été approuvées. Et après, puisque du coup, il faut quand même installer l'application dans l'image du container, là, on va avoir des scans sur les packages OK, qui, euh, donc à un autre qui vont niveau, être. ouais. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est un peu OK. en deux temps. Euh, voilà. Et du coup, tu bloques, à quel moment tu bloques cette utilisation des images, en fait? Tu un système particulier ou c'est un truc que vous avez c'est un truc que Bah, vous avez fait vous ou c'est ouais, alors nous, pas mon équipe, mais dans l'organisation, ouais, on a en fait, on a un système qui construit des images de base qui sont approuvées et qui vont être mises à jour automatiquement. Et en fait, après, on a des mécanismes pour rebuild automatiquement dès qu'il y a une update. Donc ça fait que on est sûr que les gens ne peuvent utiliser que les images de base qu'on a approuvées, puisque là, il va y avoir un filtre. Et en fait, tu OK, vas être bloqué quand tu vas essayer de déployer ton artefact en prod. Prod va regarder, est-ce que je connais cette image de base et est-ce qu'elle est approuvée? Oui, je laisse passer, non, je bloque. OK, Euh, et la deuxième, c'est qu'en fait, ce mécanisme, il nous autorise aussi à pouvoir rebuilder les images avec les patchs de sécurité si on sait qu'il y en a qui ont été délivrés, sans avoir une implication des équipes qui font partie de leur service. Donc en fait, on a un système de rebuild et de déploiement automatique pour ce genre de choses. Euh, parce que, a priori, alors bien sûr, après, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est parce que c'est plus la partie CD, mais il va y avoir tout un mécanisme qui va faire que tu veux détecter si un déploiement est successful ou pas, et rollback s'il n'est pas successful. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu as assez de tests et une confidence qui te permet de dire, ok, c'est le moment, alors je sais pas, chaque lundi matin, tu vas rebuild tes images de base, celles qui sont approuvées, pour avoir les derniers patchs de sécurité. Et après, en fait, de fil en aiguille, tu vas arriver tout en bas jusqu'aux applications de service qui, elles, vont être rebuild sur les dernières versions des librairies ou de l'image, et après déployer. Puisque l'idée, c'est que si le code de l'application ne change pas, a priori, il va y avoir très peu d'occasions où mettre à jour l'image de base avec des patchs de sécurité vont casser l'application. Ça peut arriver, bien sûr, mais c'est assez rare quand même. ouais. Et puis tu as aussi besoin de le faire, même si l'application ne change pas, tu as besoin de rebuilder avec les dernières pages de sécurité, même s'il se passe rien pendant Exactement, ouais. plusieurs Voilà. jours, semaines, Ouais, parce que c'est les vacances peut-être, ou tout peut-être à juste fait. il y a rien à faire et voilà, ou l'application est legacy, et justement tu parlais, transition parfaite, de déploiement et en fait, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais est-ce que c'est vous qui gérez aussi la partie un peu city? Alors oui, c'est du développement continu, évidemment, on est sur du SaaS, on est sur un truc qui tourne 24/7 et on push des trucs tout le temps, voilà, classique, comme on peut l'imaginer sur du SaaS et vous envoyez pas des CD-ROM à vos clients. Mais du coup, comment tu enfin, est-ce que c'est vous qui gérez ça d'abord? Est-ce que c'est chaque équipe qui se débrouille? Jusqu'où vous allez, en fait, dans le support du déploiement? Est-ce que tout le monde fait du déploiement continu ou est-ce qu'il y en a qui font pas ça dans les différentes équipes? Alors, ouais, l'idée c'est que tout le monde plus ou moins fasse du déploiement continu. J'essaie de penser à une équipe qui déploie le CS backend qui en fait pas, mais il y en a aucune qui me vient à l'esprit, donc je serais tenté de dire que tout le monde en fait. OK, Mais c'est pas nous qui gérons ça. Donc on a à Datadog, on a vraiment séparé le CI du CD. D'ailleurs, le CD est dans une organisation complètement différente et ils sont plus proches du runtime. Euh, pour des raisons qui font que le déploiement à Datadog est vraiment lié de manière très proche avec la plateforme qui tourne dessus. Euh, donc il faut quand même une expertise un peu plus avancée pour s'en occuper. Euh, après, il y a quand même des déploiements qui sont trigger à partir du CI. Par exemple, quand on merge sur Mine, ou quand on utilise, je sais pas, une branche d'intégration, etc., et qu'on va déployer sur staging, qu'on met. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Hein, ça peut aller un commentaire dans la pull request sur GitHub pour dire je vais déployer ça sur l'instance staging de mon équipe, à merge et puis après ça part en prod. Mais le système peut être appelé d'un pipeline de CI, mais c'est pas nous qui nous occupons du. En fait, nous on trigger juste en disant bon voilà, faut déployer cet artefact qui est identifié par telles informations sur ce cluster, ce data center. Enfin, peu importe. Après, chaque équipe configure eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. OK, ouais, donc c'est vraiment une équipe à part entière qui et comme tu dis, c'est plus proche du run et cetera. C'est vraiment pas dans la partie CI, c'est vraiment une étape d'après qui est décorrélée de la partie CI en amont, quoi. Ouais, tout à fait.
OK, ouais, c'est assez marrant. Tu parlais de staging, du coup, il y a une plateforme de sta bon, j'imagine que la prod n'est pas toute petite, chez Datadog, vu le nombre de développeurs, on peut imaginer facilement la taille immense du cloud qui tourne, derrière. Enfin, ou Ouais. des clouds d'ailleurs, parce qu'il y en a plein chez Datadog. Et du coup, c'est quoi la partie staging? C'est vous aussi qui êtes responsable de ça? Donc il y a une plateforme de staging, j'imagine, où les gens peuvent tester des trucs? Alors ouais, il y a un environnement staging. C'est pas nous qui nous en occupons, mais l'idée c'est ça en fait, c'est que les gens déploient sur staging, puis après ils font leurs tests, soit d'intégration, soit autre, et après ils passent en prod. Euh, OK. voilà. Mais c'est 100%, du coup, c'est pas du tout lié au CI, en fait, c'est vraiment un environnement à part entière qui n'a rien à voir avec, Ça dépend. Donc là, en fait, les ingénieurs ont plus ou moins la liberté de faire le flow entre guillemets qu'ils souhaitent. Il y en a qui utilisent des branches d'intégration, par exemple. OK. Donc, ils vont déployer. Ils vont avoir un environnement où il y a juste des changements qui concernent leurs services qui vont être déployés. Et après, leurs services, quand ils doivent parler des services externes à leur équipe, vont soit parler à la prod directement, enfin, une instance de prod dédiée pour nous, soit à un autre environnement staging. Euh, Après, il y en a qui déploient juste dans staging quand ils mergent à mine, d'autres qui déploient dans staging automatiquement quand ils push sur une branche. Ça dépend vraiment de ce qu'ils ont setup eux-mêmes. OK, ouais, du coup, vous laissez vraiment la liberté là-dessus. C'est ça qui est assez marrant, c'est que finalement, vous êtes, assez, enfin, nombreux, tu as une équipe dédiée CI et tout, mais en fait, finalement, il y a vraiment un petit, entre guillemets, un petit aspect de ce que vous fournissez, mais le reste, c'est quand même assez libre, pour les développeurs de s'arranger un peu comme ils veulent et comme tu disais, vous avez plusieurs monorepos finalement, donc tu as pas un seul monorepo, vous gérez tout de A à Z et tout est défini en fait. De ce que je comprends, c'est vraiment Ouais, chaque équipe a plus ou moins plusieurs repos, monorepos et cetera et après, un framework de base avec des contraintes de sécurité, de best practice et cetera, mais peut quand même pas mal s'adapter, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Je pense que ça permet d'avoir de la liberté pour les développeurs, qui savent mieux que vous sûrement quelles sont leurs, contraintes, leurs prérequis et cetera. Mais ils ont une grosse brique de base avec, Cube, GitLab et cetera pour, vraiment construire ce qu'ils ont besoin. Mais ça va pas jusqu'au déploiement. Staging aussi, c'est dans leur, scope, donc c'est assez limité finalement votre scope, même s'il est très gros vu la taille de l'organisation. Mais, non, c'est tout à assez cool, fait. ouais. Ouais, Ça a alors l'air après, bien. c'est vraiment la culture Datadog de dire, en fait, on n'a pas de mandat Ouais. exécutif pour dire vous allez faire ça. Donc en fait, on peut faire des carottes, mais on n'a pas le droit d'utiliser le bâton. Donc voilà. Donc si on veut convertir des utilisateurs à un nouveau système ou un nouveau mécanisme qui nous facilite la vie ou qui est mieux pour la boîte, c'est à nous d'aller convaincre les gens. Après, là où on va avoir un mandat, bien sûr, c'est ok, bon, bah, il faut qu'on soit compliant sur ces aspects. La seule manière de le faire, c'est de cette manière-là. Et là, du coup, là, tout le monde est obligé de passer, puisqu'en fait, c'est un objectif de l'entreprise et plus non plus seulement de notre équipe. Logique, ouais. Est-ce qu'il y a des gros projets que, tu as fait depuis que tu es arrivé? Ça fait quoi, 2 ans maintenant chez Datadog? Ouais. Est-ce qu'il y a t'as des milestones, dont, tu es super fier, enfin toi ou ton équipe, ces derniers mois, années? Tu parlais par exemple des secrets, c'était un truc assez, intéressant. Je pense qu'il y a d'autres aspects comme ça que tu as vus depuis au moins 2 ans ou peut-être, commencé avant que tu arrives, mais de projets, de migration, de changement, d'amélioration notables que tu peux partager? Oui, alors je pense que celui qui me vient à l'esprit, sur lequel j'ai sûrement travaillé le plus, c'est justement, je parlais des macOS tout à l'heure, bah, c'était de fournir un CI pour macOS aux ingénieurs qui font du macOS à Datadog, euh, qui n'était pas forcément évident, parce qu'en fait, Apple, de manière très surprenante, en tout cas pour moi, mais bon, peut-être que pour eux c'est un peu moins surprenant, ils n'ont pas du tout dans l'idée de faciliter la vie de ceux qui veulent faire du Mac en serveur, entre guillemets, parce que bien sûr Mac n'est pas un serveur. Donc dès qu'on veut faire du CI dessus, bon, ça devient beaucoup plus dur. Donc la solution de facilité, c'est d'avoir une armoire de Mac mini qui, font, qui font tourner ton CI. Mais après, il y a plusieurs risques, ok, est-ce que ça va faire un incendie, ou etc. Enfin, bon, bref. Avoir ça au bureau, c'est pas forcément ce que les gens veulent entendre. Donc du coup voilà. Donc il y a une solution de virtualisation entre guillemets qui existe sur AWS Ouais. dont on a opté pour. Après, il faut arriver à contourner tous les bâtons qu'Apple te met dans les roues entre guillemets, qui sont pas forcément voulus, mais qui sont en fait dus au fait que c'est pas du tout leur use case.
de faire tourner du CI. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, AWS, ce qu'ils font, c'est qu'ils rackent des Mac mini dans leur data center. Et la partie marrante, c'est qu'ils ont un doigt robotique qui peuvent trigger de manière programmatique pour appuyer sur le bouton on and off quand ils veulent reboot les machines. Euh, donc voilà, On en est là, ouais. voilà, je pense que ça dit assez le niveau dans lequel on s'embarque quand on va aller faire du CI sur macOS. Et après, l'autre difficulté, en fait, c'est que quand on fait du CI et qu'on vient d'un background, je sais pas, back-end par exemple, c'est plus ou moins facile entre guillemets. Euh, Quand on s'attaque à l'écosystème macOS, en fait, trouver des gens qui font du back-end, qui s'intéressent au CI ou à faire du taf style plateforme et qui connaissent l'écosystème macOS, donc qui font du Swift ou de l'Objective-C, ou qui connaissent les différents tricks pour Xcode, ça devient assez dur. Pour pas dire impossible. Ils existent, mais ils sont pas beaucoup. Donc en fait, il va y avoir vraiment beaucoup de dialogue à faire avec les équipes. D'ailleurs, je salue les équipes avec qui j'ai travaillé à Datadog, qui ont été très utiles, puisqu'ils vont t'expliquer en fait, bon ben voilà, Xcode, si tu veux avoir plusieurs versions qui coexistent, il faut faire comme ça, Ouais. etc. Euh, et après, bien sûr, ouais, bah, autre anecdote aussi, Xcode, par exemple, on peut pas le télécharger de manière programmatique. Si on veut une version d'Xcode, il faut aller se login sur le portail Apple avec des credentials. Donc bon, après, bon, on peut mirrorer le Ouais. binary en interne et après installer ça, mais voilà, c'est toute une suite de challenges comme ça qui fait que quand même on est arrivé à bout et c'est quand même assez satisfaisant maintenant on a du CI en interne à Datadog qui tourne dans le cloud. D'ailleurs, les équipes en sont très contentes et après on a même eu des use cases auxquels on n'a pas pensé avant qui sont ajoutés, du style des gens qui veulent précompiler des librairies, donc par exemple tout ce qui est C++, Rust, qui met du temps à compiler. En fait, ils veulent des librairies précompilées pour pouvoir télécharger directement sur leur Mac pour accélérer un peu le cycle de développement. Ouais. Ok. Non, c'est marrant. Tu te demandes même comment les gens de Apple, chez Apple, font pour faire du CI, du coup. Est-ce qu'ils font du CI? Sûrement, mais comment ils font Alors, eux en interne? j'ai trouvé plus ou moins la réponse justement en travaillant sur ce projet. Il y a quelques années, ils ont release un framework de virtualisation natif, donc, du coup qui est fait par Apple lui-même. Alors le trick, c'est que en tant qu'utilisateur d'Apple, tu es limité à deux virtual machines virtuelles à la fois. Euh, c'est une limite qui est hard-codée en interne, et en fait, il y a des gens qui ont hacké, qui se sont amusés à aller changer ça dans le kernel, et en fait, si tu le changes à plus, tu peux en faire tourner plus sans problème. Donc, à mon avis, en interne, ils se privent pas d'avoir 50 VM qui tournent sur le même serveur. Euh, Après, nous, en tant que simple utilisateur, on est limité à deux. Ok, ouais. Bah, ça résout pas non plus le problème d'avoir des machines Apple avec un doigt robotisé si besoin pour la. Moi, je veux dire, t'as quand même ce côté-là qui est très. Le matériel est pas fait pour finalement être hacké et tout, donc doivent avoir les mêmes Je serais problèmes. À moins curieux de qu'ils aient. savoir comment ils font ça en interne, justement. Ouais. Ouais, c'est juste à ce niveau-là, c'est qu'ils ont construit leur propre serveur basé sur ce qui est possible, hein, mais est-ce que du coup. Pourquoi. Enfin, je me dis, c'est bête, mais finalement, le devoir d'avoir un CI pour Apple, c'est un besoin. Donc, soit Apple fournit une ferme de CI avec un abonnement et pour tous les développeurs. Apple, enfin de l'écosystème, et soit c'est une solution, parce que là, du coup, il y a une sorte de manque que du Ah coup, ben, clairement, à mon avis, AWS. c'est la brique manquante dans le. Ce qui est assez étonnant en plus, parce que l'écosystème, pour ceux qui font de l'iOS par exemple, enfin, c'est un des meilleurs où il y a vraiment tout qui marche assez simplement, où les gens enfin, toutes les équipes à qui j'ai parlé avaient une très bonne expérience. Donc là, c'est vrai que la CI qui manque, c'est un peu la brique manquante de l'écosystème Apple. C'est pas trop. Après, d'expérience, rentrer dans le marché de CI, en général, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont réussi là-dedans. Donc c'est peut-être ça qui va l'éviter. Mais après, est-ce que ça justifie pour autant de limiter ceux qui veulent le faire je sais pas. C'est une Ouais, bonne c'est assez question, hein. bizarre. Ouais, c'est assez particulier pour le coup. On parle rarement des CI. C'est vrai que ça reste une petite partie de, effectivement, quand tu as une app, enfin Mac ou iOS, etc., tu en as besoin, ça reste un besoin très précis, etc. Bon, tout le monde n'a pas ces besoins-là et tout, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient pour toutes ces équipes-là et qui paraît pas si gros que ça, mais en fait, qui est un vrai pain. Bon, du coup, effectivement, vous l'avez Oui. résolu avec AWS et ce genre de trucs, mais bon, eux ont dû sortir des doigts robotisés. Du coup, je me dis, c'est pas ouf comme solution. Il y a un truc à faire. Mais bon, le matériel
Apple est tellement, entre guillemets «lock-in» que ça me paraît compliqué aussi de se passer d'Apple pour résoudre ces problèmes-là, Ouais, mais tout à OK, fait. intéressant. Et dans le même genre, est-ce que du coup, il y a des projets, dont tu peux nous parler, ces prochains mois, années que tu vois, venir, ou des challenges ou des trucs qui commencent à plus trop marcher, à falloir regarder? Bon, tu parles un peu de GitLab tout à l'heure, mais est-ce Ouais. qu'il y a d'autres trucs comme ça où tu te dis: «Bon, là, on y va», ou en ce moment, peut-être que sur lesquels tu bosses? Non, non, il y en a plein. L'échelle, en fait, c'est toujours ça, c'est le problème récurrent, hein. On patch, on fait des trucs, mais en fait, la boîte continue d'embaucher plus d'ingénieurs. En fait, on voit que l'utilisation de CI, elle suit une croissance exponentielle, donc qui est pas linéaire avec le nombre d'employés, mais bon, ça, c'est pas forcément une surprise. Donc il va falloir continuer à scale tout ça. Donc bon, déjà, on a un travail remarquable qui est fait par les équipes qui s'occupent du cloud et de Kubernetes, qui nous permettent vraiment de pousser les limites. Après, nous, on essaie de faire ce qu'on peut avec GitLab. Donc je pense que ça va être un gros sujet des années à venir pour mon équipe. Après, au niveau développeur expérience et CI, il y a plusieurs trucs qui viennent. Il y a des repos, par exemple, qui ont une merge queue qui est enforcée pour parler de quelque chose Mmh. qui est lié à ton expérience. Et il y a d'autres repos, on a du mal en fait à enforce cette merge queue. Pour tout un tas de raisons, il y a les tests flaky, etc. Des gens qui juste veulent pas faire comme ça, etc. Donc là, il va y avoir va Aussi. falloir trouver les mécanismes, par exemple des game days, je sais pas, tous les Mmh. vendredis du mois, on fait tourner le repo sur merge queue, etc. Euh, et l'autre aussi qui est dû en fait à l'échelle de CI qu'on a, on sait que du côté change detection, on n'a pas une très bonne histoire. Historiquement à Datadog, on a tendance à build beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. OK. Une des raisons, c'est pour des repos qui sont sous Bazel, l'utilisation de Bazel qui est pas optimale. Euh, OK. D'autres repos, il y a d'autres raisons. Donc en fait, je pense que ça aussi, ça va être une grosse pièce du puzzle, puisqu'on a des gens en fait qui viennent d'autres boîtes, style Google, Amazon, etc., qui ont beaucoup plus de développeurs que Datadog, mais qui n'ont pas forcément la même taille de CI en proportion. Donc en fait, on OK. sait qu'il va falloir, on build trop, il va falloir trouver un peu tout ce qui est fait en trop, essayer de le réduire et faciliter notre vie aussi. Ça serait pas mal. Ouais, bien sûr. Ouais, donc ouais, Je pense que ça sera les optimisation. gros sujets. Ouais. Et le Business. test benchmarking qu'on a mentionné au début du podcast, OK. qui est en train de devenir un sujet en lui-même, mais je pense que c'est aussi dans l'industrie. Parce que justement, en recherchant, on a vu pas mal de boîtes qui se lançaient sur ça. Alors, j'ai pas les noms en tête, mais euh, Ouais, 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 il y en a quelques-unes, qui se lancent un peu là-dessus, et ouais, c'est un sujet qui vient pas mal parce que je pense que personne n'a vraiment craqué le problème pour l'instant, donc il y a plein ouais, d'approches différentes, plein d'idées, mais à voir ce qui se développera. Puis il y a peut-être pas une idée, et une solution pour tout le monde, mais OK, intéressant en tout cas. Je pense que les problèmes d'optimisation d'utilisation de ressources, c'est un problème récurrent que tout le monde a, plus ou moins, courte, longue échéance quand tu crois, et qu'il faut toujours avoir un petit côté où tu regardes ce que tu fais pour dire: «Attends, mais est-ce que ça part pas trop?» Effectivement, comme tu dis, c'est croît de manière exponentielle, là où ton nombre de développeurs est peut-être pas aussi, exponentiel, mais plus ouais, linéaire, et c'est problématique. Mais bon, c'est en général bon signe, c'est que les gens utilisent de plus en plus le CI pour tester de plus en plus de trucs, et cetera, mais c'est vrai ouais, qu'après, il faut des fois rationaliser, faire des cuts et se dire, en fait: «Est-ce qu'on teste, peut-être un peu trop? Est-ce qu'on build un peu trop? Est-ce qu'on peut, batcher? Est-ce qu'on peut faire plein de trucs comme ça derrière?» Ça peut être assez intéressant. En tout cas, ouais, cool, c'est de bonne liste de projets, de quoi t'occuper, toi et on ton va être équipe très occupé. pendant. Oui. C'est cool. Bah, ouais, de toute façon, c'est ce qu'il faut, quoi. Merci Guilhem, c'était super cool de parler de tout ça, d'apprendre un peu comment ça marche, chez Datadog en interne, tout ce côté CI, d'avoir une équipe dédiée, tout ce que vous avez fait en projet, et cetera, et je te remercie d'avoir partagé tout ça, et puis, au plaisir. Ok, bah, merci de l'invitation. C'était un vrai plaisir. Salut. Salut, bonne journée.